Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du sommet virtuel de l'accès au droit, organisé par Avocat Juste. Avocat Juste est une plateforme de mise en relation aujourd'hui entre avocats et citoyens et entrepreneurs également. Et je suis la fondatrice, Sabrina Gapteni, de cette plateforme d'accès au droit. Quand je parle d'accès au droit, mon objectif, c'est notamment à travers ce type d'initiative, hein, c'est la première édition en 2024. J'en ai eu l'idée pour vous permettre d'avoir accès à des avocats et surtout d'avoir accès à des informations juridiques de qualité. Donc ça me tient à cœur, l'objectif étant de vous sensibiliser au droit sous un nouveau format. Aujourd'hui, la thématique que l'on va aborder, eh bien, elle est relative au harcèlement scolaire. Pourquoi j'ai choisi de présenter cette thématique? Eh bien, pour tout vous dire, c'est une thématique qui me tient à cœur dans la mesure où j'ai dû être confrontée à cette problématique. Moi, qui aujourd'hui exerce en droit pénal et en droit du travail, eh bien, je suis la grande sœur, alors d'un an à peine, mais je suis la grande sœur d'une jeune fille eh bien, qui a subi du harcèlement scolaire, hein, et ça se passait en cours de récréation principalement. Eh bien, j'étais là pour, étant donné que j'étais un peu plus grande, mais pour autant, il était très compliqué pour moi. J'étais vraiment seule face aux personnes qui la harcelaient littéralement. Et encore une fois, je vous le disais, tout se passait en cours de récréation. Donc, j'étais un peu, je jouais déjà à l'avocate et à la médiatrice à ce moment-là pour résoudre les difficultés que connaissait ma sœur. Et autant vous dire qu'à cette époque, ça se passait dans les années 90, aucun dispositif n'avait été mis en place, bien naturellement, pour aider les jeunes qui faisaient face à ce genre de difficultés. Difficultés qui, on le sait, aujourd'hui, malheureusement, peuvent conduire à de nombreux suicides de jeunes dont on ne parle pas, en fait, officiellement. Tout est caché, effectivement, moi, j'en ai l'impression, et c'est vraiment la réalité. Personne ne nous donne la réalité de ce qu'il se passe pour ces jeunes qui sont confrontés au harcèlement scolaire et qui malheureusement se taisent au point de mettre fin à leur jour. Et le constat, il est très clair et en même temps, il est très triste. Comme moi, vous voyez et vous entendez parler de faits divers chaque jour, chaque semaine, et de plus en plus, malheureusement, de jeunes qui font face à ce genre de situation et qui, à défaut de s'en sortir, eh bien malheureusement, vous voyez là sur le premier article de presse Ouest France qui a mis fin à ses jours. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous permettre à vous qui pouvez entendre et avoir connaissance de ce type de fait, eh bien agir, puisque j'estime qu'on a tous un niveau de responsabilité qu'on peut tous empêcher d'en arriver là, pour ces jeunes qui ont tout l'avenir devant eux. Le constat, il est officiel, là, ce sont des statistiques, même si, encore une fois, je suis sûre que malheureusement, le taux là, qui est indiqué de 19% des enfants qui subissent du harcèlement scolaire, je pense qu'on est quand même loin de la réalité, parce qu'encore une fois, tout n'est pas dit. Et sur 1 million, effectivement, ça fait 1 million d'enfants. Et il faut savoir, ça c'est intéressant, je l'ai appris en faisant quelques recherches, qu'un enfant qui subit du harcèlement scolaire est à son tour, il a une chance sur deux, ou un risque sur deux en tout cas, 50% de risque de devenir lui-même harceleur. Donc, il bascule de l'autre côté, il passe totalement d'un état de victime à un état finalement d'auteur de cette infraction. Et si on parle d'infraction, c'est parce que la législation en la matière, elle a changé et qu'un délit spécifique a été créé, c'est très récent, par une loi du 2 mars 2022, la loi dite Balanan. Et cette loi, eh bien, elle encadre officiellement et enfin ce harcèlement scolaire qui est un délit, encore une fois, très spécifique. Il faut savoir que les enfants, les étudiants, eh bien, font face à ce type de délit qui est, on va le voir, hein, la définition, elle est très précise, délit qui a pour effet et pour objet de porter atteinte à leur dignité, à ces enfants-là, d'altérer leur santé physique et mentale, donc ça a des conséquences, et de dégrader leurs conditions d'apprentissage à l'école notamment, lorsque ce harcèlement se situe dans le cadre scolaire. Et on va le voir par la suite, on va faire une distinction d'ailleurs à ce sujet. Donc encore une fois, je vous le disais, le législateur, il a voulu encadrer les choses, il a voulu créer un délit très spécifique, puisque au départ, on a bien naturellement le harcèlement global, hein, le harcèlement moral, qui ne suffisait pas à endiguer, et encore une fois, même si on a ce délit aujourd'hui, eh bien, on est loin d'avoir endigué ce phénomène, mais vraiment de société. Et c'est là où ce webinaire, il a pour intérêt de vous permettre d'agir, que vous soyez témoin ou que vous ayez connaissance
indirectement de ce type de fait, eh bien d'alerter. On va voir comment. Je vais vous donner les réflexes à adopter pour sauver, et je l'ai mis en intitulé, votre enfant, votre neveu, votre nièce ou une personne de votre entourage, que ce soit le fils ou la fille d'un voisin. Encore une fois, on peut tous agir en ce sens. Je vous donne le texte du code pénal qui prévoit précisément la définition de cette infraction. Le harcèlement scolaire, finalement, qui regroupe finalement des faits de harcèlement moral, mais il se définit très précisément par le fait de commettre à l'encontre d'un élève, par toute personne qui est lui-même ou elle-même étudiant ou étudiante, eh bien, des faits qui constituent finalement des violences. On va le voir de quelle façon ça peut se caractériser. Mais j'attire votre attention sur un dernier point, un texte très récent là aussi, moins d'un an, du décret du 16 août 2023, qui donne plus de moyens au directeur d'établissement. On va voir plus en détail de quelle façon le directeur d'établissement, donc du collège, du lycée ou de l'école, qui peut lui-même saisir le directeur académique pour faire cesser ce type de comportement. La définition, elle est très claire. Le harcèlement scolaire, ce sont des faits de violence répétés, et là je n'insisterai jamais assez sur la qualification de répétition, puisque comme le harcèlement moral, dans le cadre du travail par exemple, c'est la répétition qui permet de caractériser l'infraction. À partir du moment où ça n'est qu'un fait qui est isolé, la personne, l'auteur en l'occurrence, ne peut pas être jugé coupable. On verra comment, de quelle façon pour la suite de la procédure, mais l'infraction ne sera pas caractérisée à partir du moment où ce ne sera qu'un fait ponctuel et isolé. Donc là, la notion de répétition, elle est très importante en droit. Et les violences, effectivement, elles peuvent se caractériser en étant verbales, physiques ou psychologiques. Il peut s'agir finalement d'insultes, de moqueries, et l'objectif, on le sait, c'est de blesser et de nuire à la personne qui, malheureusement, en est la cible. Donc, je vous ai mis là des exemples. Il peut s'agir d'un enfant ou d'un adolescent qui se fait insulter par ses camarades, qui se fait menacer, qui se fait battre et violenter, bousculer. Il peut s'agir de bousculade à la cour de récréation et tout simplement d'être mis à l'écart, d'être ignoré par ses camarades. Eh bien, ça peut permettre de caractériser de la même façon des faits de harcèlement moral et donc scolaire finalement dans le cadre scolaire voilà, de la poursuite d'études finalement à l'école, au collège ou au lycée. Et là, c'est là où, de la même façon, la réception de messages injurieux à répétition, et on va le voir de quelle façon, puisque le phénomène de cyberharcèlement permet aussi, bien naturellement, de permettre de caractériser des faits de harcèlement scolaire au-delà du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et c'est là où ça me permet de vous souligner le fait que le cyberharcèlement, c'est un vrai fléau. Alors, je vous parlais de mon histoire dans les années 90 avec ma petite sœur. Eh bien là, j'ai envie de vous dire, c'était des faits de harcèlement scolaire, mais nous avions la chance de ne pas avoir les réseaux sociaux qui s'en mêlaient et qui démultipliaient les faits et les conséquences du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, et depuis quelques années, depuis l'avènement des réseaux sociaux, c'est un véritable fléau pour les jeunes qui se font littéralement harceler 24 heures sur 24, puisque finalement, eh bien, les réseaux sociaux, malheureusement, leur utilisation fait que ça ne s'arrête pas pour ces jeunes qui ont une épée, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça, c'est inadmissible. Bien naturellement, en tant que parents, nous avons aussi, je considère que nous avons aussi une responsabilité à endosser. Bien naturellement, il faut contrôler un minimum l'utilisation par nos jeunes des réseaux sociaux, et là aussi, voir de quelle façon notre jeune utilise les réseaux sociaux, mais surtout ce qu'il reçoit dessus. C'est primordial de s'attarder un minimum en tant que parent. Alors on le sait, on est tous à courir à droite, à gauche, mais encore une fois, pour éviter d'en arriver à un suicide de jeunes, de nos enfants ou de notre neveu et nièce, il faut absolument anticiper et se renseigner un minimum sur la vie de son enfant ou de la personne, en tout cas du jeune, à qui finalement il faut parler. Tout est là. Alors pourquoi le harcèlement malheureusement scolaire, le cyberharcèlement, j'ai envie de dire, est malheureusement monnaie courante? Parce que dans notre société, et c'est triste, hein, mais la différence, elle est très peu acceptée. Qu'il s'agisse d'une différence physique, d'une différence religieuse,
ou d'une différence d'ordre psychologique. Nous sommes tous différents. Malheureusement, il y a un gros travail à faire du point de vue, moi je considère que ça va au-delà du juridique. On a tous un gros travail à faire sur l'acceptation de la différence d'autrui. Comment identifier? L'idée, c'est encore une fois de vous donner les clés pour identifier ce type de harcèlement. Encore une fois, je mets en avant le fait que la communication est la clé. Alors moi, en plus, qui forme à la prise de parole en public, la communication non violente, bienveillante, elle est souvent la clé, même dans mes dossiers en tant qu'avocat, pour résoudre pas mal de litiges. Donc parler, je considère que parler sauve des vies et il appartient aux adultes de se renseigner un minimum sur la vie de son enfant, de son neveu, de sa nièce. Je reviens à ce que je vous disais précédemment. Et bien naturellement, il faut être attentif et vigilant face à des changements de comportement. Et c'est là où, encore une fois, ça suppose de prendre le temps. Même si nous avons des emplois du temps chargés, à nous, adultes, de parler un minimum avec le jeune qui est en face de nous et de se montrer finalement intéressé par ce qu'il vit au quotidien. Et j'ai envie de vous dire, il y a une phrase toute simple qui peut déclencher pas mal de choses. Vous voyez un jeune arriver, si c'est votre enfant, mais vous lui demandez comment s'est passée sa journée. Et s'il vous dit, bah, ça s'est passé, en baissant la tête et en baissant son regard au sol, là, c'est un signe, à mon sens, d'alerte qui doit vous alerter sur le fait que vous avez intérêt à creuser la question et à davantage communiquer avec lui ou elle. Alors, il y a un précieux outil qui existe aussi pour vous aider, qui s'appelle la grille d'évaluation du danger. Cet outil, je vais vous le transmettre par mail avec le lien d'accès au replay. C'est un outil tellement précieux que l'on soit du côté de l'enfant, que l'on soit l'enfant lui-même ou l'adulte qui encadre cet enfant. Côté parents, alors pas forcément obligatoirement les parents, mais il peut s'agir encore une fois d'un oncle, d'une tante qui se préoccupe de l'état de santé mentale de son neveu ou de sa nièce. Côté parents, cette grille consiste en un questionnaire. Vous avez différentes questions qui vous sont posées en tant que parent sur l'attitude de l'enfant. Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller à l'école? Vous cochez jamais, de temps en temps ou très souvent. Est-ce qu'on l'insulte ou on se moque de lui? Est-ce que ses notes ont baissé? Là aussi, les notes peuvent être révélatrices de, euh, de choses qui ne vont pas dans la vie de l'enfant. Est-ce qu'il mange seul? Là aussi, c'est un point d'alerte. Si l'enfant a tendance à s'isoler, bien naturellement, vous devez en être alerté. Et vous devez bien sûr vous préoccuper de tout ça. Est-ce que, il a tendance à cacher ses affaires? Est-ce qu'on lui cache ses affaires? Est-ce qu'il a du mal à dormir? Tout cela, eh bien, ce sont des points d'alerte côté parents. Et côté enfant, cette grille d'évaluation du danger, eh bien, alors je vous le précise, cette grille d'évaluation du danger, il est indiqué qu'elle doit être remplie par l'enfant dès lors qu'il a au moins 9 ans. Cette analyse, elle est précieuse puisque du côté de l'enfant, voilà, ça prend vraiment 5 minutes. L'enfant, s'agissant du déroulé de sa journée, il indique s'il mange seul, si il sait que des photos ou messages circulent sur lui sans son accord. Et ça me permet de vous préciser qu'avec Avocat Juste, eh bien mon objectif, mon ambition, c'est de faire intervenir nos avocats dans des écoles, des collèges et des lycées pour sensibiliser nos jeunes au droit. Puisque là aussi, on parle de droit à l'image. Un jeune n'a pas forcément, j'allais dire, la connaissance suffisante pour savoir que si une photo de lui circule sur les réseaux sociaux, ça n'est pas normal et c'est illégal à partir du moment où c'est fait sans son accord. Donc ça, vraiment, ma grande ambition avec Avocat Juste, c'est de développer cet aspect-là. À partir du moment où l'enfant remplit cette grille d'évaluation, il y a une analyse de son comportement et surtout de sa situation qui est faite et qui est une grille de lecture qui est en pièce jointe du document que je vais vous transmettre, qui consiste tout simplement à compter des points. De 0 à 6, il n'y a pas de danger. Et bien naturellement, plus le nombre de points est important, plus la vigilance doit être accordée à l'enfant et surtout, une alerte doit être faite puisqu'il s'agirait de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement. Donc tout ça, ce sont des outils précieux que je vous transmettrai. À partir du moment où on détecte ces situations de harcèlement, comment faire et comment réagir? J'ai distingué 2 cas. Vous avez la situation du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, bien naturellement, je vous le rappelle, c'est tout ce qu'il se passe en ligne. À partir du moment où le jeune reçoit des messages qui consistent effectivement à le dénigrer, à l'insulter,
De manière toujours répétée, j'insiste là-dessus, bien naturellement qu'il faut faire des captures d'écran des messages, que ce soit des messages privés, que ce soit des commentaires, qu'il s'agisse de commentaires sur le compte privé du jeune ou qu'il s'agisse de commentaires sur d'autres comptes privés ou publics qui permettent d'identifier très précisément le jeune. Si par exemple il y a son nom et son prénom, tout cela, ce sont des preuves bien naturellement à conserver. Donc bien naturellement, en tant qu'avocat, je ne peux que vous recommander de faire des captures d'écran et également de faire constater ces messages, ça c'est un point important, par un commissaire de justice. Comme vous le savez, le commissaire de justice, c'est la nouvelle appellation des huissiers de justice. Pourquoi je vous dis de faire cela? Parce que le commissaire de justice est un professionnel assermenté, un auxiliaire de justice comme l'avocat. Ce qu'il dit, eh bien naturellement que ça a une valeur probante. Et le commissaire de justice, il établit un constat. Il peut également, vous savez tous, enfin vous le savez, hein, à partir du moment où tout se passe en ligne, bah, bien naturellement, on peut utiliser des pseudos. Et là, bien, on peut se retrouver confronté à cette question de la preuve. Comment prouver qu'il s'agit de Monsieur X qui a dit telle chose à l'égard du jeune homme qui s'appelle Monsieur Y? Là, c'est bien naturellement très compliqué. Faire intervenir le commissaire de justice va vous permettre de faire remonter l'adresse IP. Donc là, c'est vraiment de la technique, c'est vraiment d'un point de vue technologique où le commissaire de justice va intervenir pour pouvoir avoir un maximum d'éléments de preuve et tangibles, parce qu'il ne suffit pas de prouver la seule présence de messages, il faut pouvoir en identifier les auteurs ou l'auteur s'il est tout seul. À partir de là, eh bien, le professionnel qui est le commissaire de justice va pouvoir vous permettre de remonter jusqu'à la source finalement, à l'auteur de l'infraction que vous reprochez. De la même façon, moi, je vous invite, après, bien naturellement, et ça, c'est important, parce que stratégiquement parlant, il y a un ordre chronologique à respecter. À partir du moment où vous avez fait des captures d'écran de messages privés et que vous avez fait intervenir le commissaire de justice, eh bien, vous devez faire un signalement auprès des plateformes comme Instagram, TikTok ou Facebook. Parce que là aussi, la loi a changé. Ces plateformes ont une responsabilité en termes de prévention des suicides et du harcèlement scolaire notamment et du cyberharcèlement. Donc bien naturellement, là, vous le faites, mais vous voyez, dans un deuxième temps. C'est important à retenir. Maintenant, si on parle du harcèlement en milieu scolaire à proprement parler, comment réagir? À partir, à partir du moment où vous, encore une fois, vous détectez une situation de harcèlement scolaire sur la base du résultat de la grille que je vous ai soumise tout à l'heure, à partir de ce moment-là, je vous invite à envoyer un courrier recommandé avec accusé réception à la direction de l'école. Il est très important ce courrier parce qu'il va permettre d'acter officiellement l'existence, en tout cas au minimum la suspicion de faits de harcèlement. Il faut savoir qu'à partir du moment, en tant que parent, en tant que représentant des élèves, par exemple, de parents d'élèves, eh bien, vous avez une responsabilité. Et le courrier recommandé, il a tout son intérêt dans la mesure où c'est une preuve écrite noir sur blanc et surtout qui est datée. Si vous ne faites pas ça et si vous ne vous contentez que de parler verbalement, eh bien je dis toujours, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc attention, puisque il se passe quoi que ce soit, à partir du moment où vous avez dit verbalement les choses, vous les avez dénoncées verbalement, très bien, la situation. Pour autant, il se peut que si la situation se dégrade et que l'enfant concerné est un problème beaucoup plus grave, on ne pourra pas malheureusement euh, vous dire que vous avez fait les démarches comme il se doit. Donc faites très attention. Direction de l'école, un courrier du collège ou du lycée, bien naturellement. Et dans ce courrier, je vous invite à solliciter un rendez-vous pour discuter de la situation telle que vous l'avez finalement suspectée et telle que vous la dénoncez dans ce courrier officiellement. Je vous invite également à contacter un délégué des parents d'élèves. Bien naturellement, je vous le disais à l'instant, les parents d'élèves ont une responsabilité en matière de prévention, bien naturellement, et de détection des faits de harcèlement scolaire. Et enfin, vous pouvez contacter le référent harcèlement académique. Depuis peu, ça fait quelques mois maintenant, vous avez un référent harcèlement du point de vue de l'académie que vous pouvez encore une fois solliciter et bien naturellement, de la même façon, je vous invite à le faire par le biais d'un courrier. Surtout, la chose à ne pas faire, c'est ne tentez surtout pas de gérer la situation vous-même.
vous n'êtes pas le mieux ou la mieux à même de réagir de manière adaptée et surtout, ça n'aurait pas de conséquences pour l'enfant, voire ça pourrait aggraver la situation. Contacter l'auteur des faits que vous suspectez ou ses parents n'a aucun intérêt pour apaiser la situation et en sortir surtout, hein. Je vous invite également, vous avez le numéro vert. Alors avant, il y avait deux numéros. Maintenant, tout a été regroupé. Vous avez le numéro vert 3018, donc accessible sur une, quand même sur un, un- un- une tranche horaire assez large, 9h, 23h, 7 jours sur 7, qui écoute les parents ou les enfants de manière gratuite, anonyme et confidentielle. Ça, c'est important. Vous avez effectivement, je vous le disais, par la suite, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'inspection académique. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que chronologiquement, il ne faut pas aller trop vite. N'allez pas contacter directement l'inspection académique par courrier. Encore une fois, commencez par l'établissement dans lequel se trouve l'enfant concerné, et puis petit à petit, en fonction également des réponses que l'on vous fait, eh bien, envisagez bien naturellement un rendez-vous avec l'inspection académique que vous aurez sollicité par courrier recommandé. De la même façon, eh bien, prenez rendez-vous avec un avocat qui peut vous guider sur la stratégie à mettre en place, parce qu'encore une fois, il ne faut pas aller trop vite, mais pour autant, il ne faut pas perdre de temps dans les démarches à entreprendre. Pourquoi je vous dis de signaler au directeur d'établissement? Parce qu'il a une obligation légale à ce niveau-là. Vous avez le fameux article 40 du Code de procédure pénale qui oblige tout fonctionnaire à dénoncer et à signaler auprès du procureur de la République des faits qui constitueraient une infraction pénale. C'est le cas pour les directeurs d'établissement. Donc n'hésitez surtout pas à indiquer dans le courrier que vous aurez adressé au directeur d'établissement, à lui indiquer que bien naturellement vous sollicitez un rendez-vous et que dans le cadre de ce rendez-vous, et suite à cela, vous comptez sur lui, bien naturellement, pour signaler les faits tels que vous les dénoncez auprès du procureur de la République, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est une obligation pour ce directeur d'établissement. Quelle sera la suite finalement après ces rendez-vous obtenus? D'ailleurs, si vous ne les avez pas, bien naturellement, il faut aller déposer plainte, hein, que le directeur d'établissement vous accueille en rendez-vous ou pas, il faut envisager un dépôt de plainte. Des associations peuvent aussi se constituer partie civile avec la personne qui est victime de ces infractions-là. Le jeune homme, la jeune fille peut bien naturellement, au-delà de son dépôt de plainte à elle, hein, et du fait qu'elle poursuit l'auteur des faits en justice, des associations d'enfants peuvent l'accompagner et peuvent, de la même façon, se constituer partie civile, à savoir qu'elle se déclare elle-même victime de l'infraction au nom, au nom de d'autres enfants finalement, au nom de la société, parce que c'est ça dont il s'agit. Il s'agit de préserver d'autres enfants d'éventuelles conséquences que peuvent avoir les faits de harcèlement sur eux. Et là, suite à un dépôt de plainte qui se fait bien naturellement au commissariat ou directement entre les mains du procureur de la République, eh bien, il y a une enquête. Une enquête qui peut se faire pour auditionner des témoins. Là, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de vous dire que des témoins peuvent être entendus au-delà de la personne du jeune homme ou de la jeune femme. Eh bien, c'est aussi précieux. Imaginons que les camarades de classe de la personne qui est concernée par des faits de harcèlement aient vu ou entendu quelque chose. Dans tout type de dossier, dans mes dossiers au cabinet pour du pénal ou du droit du travail, bien naturellement, les attestations de témoins, les témoignages sont précieux. L'idée, elle est très simple. Elle est de permettre d'attester de la véracité de ce qui est indiqué dans le dépôt de plainte ou de ce que dit tout simplement la personne qui se dit victime des faits. L'intérêt, il est très simple. Il est de caractériser la situation, à savoir l'infraction de harcèlement scolaire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète, c'est important. Ce n'est que la répétition des faits de harcèlement, des actes de violence, de menaces, d'insultes qui peuvent caractériser l'infraction. Puisque c'est là où il faut mettre toutes les chances de son côté dès le stade de la plainte. Le jeune homme ou la jeune fille qui va déposer plainte avec ses parents, éventuellement aussi accompagné d'un avocat ou d'une avocate, eh bien, elle a intérêt à donner, dès le stade de son dépôt de plainte, l'intégralité des noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone et éventuellement adresse mail des témoins
de la scène qu'elle a vécue ou des scènes de violence qu'elle a subies. Là aussi, moi je considère que dans tout dossier, tout se passe dès les premiers instants. Tout se passe, enfin beaucoup en tout cas, se joue, la stratégie se détermine dès le départ. D'où l'intérêt, encore une fois, des conseils que je vous donne pour maximiser les chances d'aboutir finalement à une condamnation de l'auteur de l'infraction et de protéger la victime de ces faits de harcèlement. Et bien naturellement, une fois l'enquête passée, une enquête qui aura été maximisée et blindée au niveau des témoignages notamment. Et là, j'en profite pour vous dire que bien naturellement, lorsque la personne qui est victime de faits de harcèlement ou de violence ou de cyberharcèlement, si elle a des séquelles, attention, les séquelles, elles peuvent être d'un point de vue physique, il peut y avoir eu des violences, et dans ce cas, bien naturellement, il faut prendre des photos le plus tôt possible, dès lors qu'il y a des marques qui peuvent se voir sur une photographie, et bien naturellement, il faut aller consulter un médecin. Et vous verrez, vous allez voir la logique avec ce que je vous dirai par la suite dans quelques minutes, puisque c'est tout l'intérêt. La question de la preuve du harcèlement et la question de la preuve et la démonstration des conséquences de ce harcèlement. D'un point de vue physique, je vous l'ai dit, et d'un point de vue psychologique. Si le jeune homme ou la jeune fille a des séquelles psychologiques, qui restent bien naturellement à déterminer, il faut qu'elle aille voir et qu'elle aille consulter un psychologue, puisque là aussi, le psychologue, c'est un professionnel qui atteste de ce dont il a parlé avec ce jeune homme ou cette jeune femme. Donc là aussi, ce sont des preuves qui permettent d'appuyer un dossier et l'enquête, elle sera ficelée grâce à ce type d'éléments qui sont précieux pour la suite. Et le plus vite possible, j'insiste là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au final, il va y avoir une audience de jugement. La personne que l'on a désignée comme étant l'auteur de l'infraction, bien naturellement qu'elle va finir par être convoquée, si les éléments sont suffisants, pour la convoquer et la désigner en tant qu'auteur. Et au final, il y aura une audience de jugement. Et bien naturellement que cette personne sera assistée d'un avocat ou d'une avocate. En tout cas, c'est son droit. À partir de là, surtout si elle est mineure d'ailleurs, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se défendre comme elle peut. Elle va voir s'il y a des défaillances ou, on va dire ça comme ça, des incohérences dans le dossier. Et s'il y a la moindre incohérence, bien naturellement qu'elle va le soulever. Et donc, attention, moi j'attire toujours l'attention des personnes qui finalement qui engagent une procédure en qualité de victime, parce que elles peuvent très vite être déçues si le dossier a mal été préparé. Encore une fois, je vous le disais, dès le départ, c'est ça, c'est vraiment ce qui compte. Si on fait bien les choses de manière stratégique dès le départ, qu'on met les actions, les bonnes actions en œuvre, il n'y a aucune raison de se retrouver déçu au final à l'audience de jugement. Pour autant, si le dossier n'est pas assez ficelé, s'il y a des incohérences que pourra encore soulever la partie adverse, eh bien, il n'y aura pas de condamnation, même si la personne est bel et bien auteur de l'infraction. Autant vous dire que ça fait des dégâts monstrueux, là aussi, si une personne se dit victime et que finalement, elle se retrouve à voir une personne être relaxée des faits qui lui sont reprochés. Déjà, d'une, elle ne va pas croire en la justice, et c'est triste parce qu'elle est toute jeune et elle avait tout l'avenir devant elle. Et au-delà de ça, elle va se dire, bah, finalement, personne n'est là pour me protéger. C'est là le risque de se retrouver dans une situation bien pire que ce qu'elle était avant même la dénonciation des faits de harcèlement. Donc, encore une fois, pour moi, l'accompagnement, qu'il s'agisse d'accompagnement juridique, psychologique ou familial, il est primordial. Et pourquoi je vous disais de bien ficeler le dossier, encore une fois? Parce que les sanctions, elles sont lourdes et d'ailleurs, elles évoluent en fonction des conséquences qu'a eu ce harcèlement sur la victime. Je vous le disais, en fonction des pièces au dossier, en fonction des preuves que l'on apporte nous-mêmes en tant que partie civile sur les conséquences, je vous l'ai dit, physiques ou psychologiques. Eh bien, le jeune homme ou la jeune femme qui est auteur de cette infraction, elle ne sera pas sanctionnée de la même façon. Donc, les sanctions, elles sont lourdes en fonction du degré de gravité et des conséquences que ça a eu pour la victime. Elles sont dissuasives, mais la victime, encore une fois, elle a tout intérêt en fonction de, des jours notamment d'ITT, hein, l'incapacité totale de travail. Alors même si on m'avait une fois demandé, mais on parle d'incapacité totale de travail, mais je ne travaille pas. Eh bien, bien naturellement, ça n'est qu'un aspect juridique des choses. En réalité, imaginons que le jeune homme ou la jeune femme
qui subit des faits de harcèlement ne puisse pas aller à l'école pendant 30 jours. Mais bien naturellement, là, vous voyez bien, hein, on se situe dans la tranche des 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour la personne auteur de l'infraction. Et il faut savoir que s'agissant des intérêts civils, donc l'amende en réalité en tant que telle, eh bien, ce sont les parents qui sont responsables légalement de leur enfant dès lors qu'ils sont mineurs. Donc là, encore une fois, je pense que ce type de sanction, ça pourra, j'espère, permettre d'endiguer ce phénomène de société qui est clairement un cercle vicieux, comme je vous le disais, des personnes qui sont victimes, surtout si elles n'obtiennent pas réparation de leurs dommages et des conséquences de l'infraction qu'elles ont subie, se retrouvent à leur tour harceleurs ou harceleuses. Donc attention, tout est question de preuves, tout est question d'accompagnement dès le début et tout est question d'écoute finalement. Et c'est là où je dis que la prévention, pour moi, c'est quand même la base. L'éducation fait toute la différence. L'éducation a la différence, je vous le disais en préambule. Eh bien, on est dans une société où la différence de l'autre, on a du mal à la tolérer. Selon moi, c'est quand même une base d'éducation qui est à transmettre. Surtout, remettre un peu de bienveillance des uns à l'égard des autres. Nous sommes tous différents et pour autant, ben, on peut parfaitement vivre les uns à côté des autres. Et c'est là où l'éducation, encore une fois, se fait bien naturellement dans le cercle familial, mais bien au-delà, selon moi. L'entourage du jeune homme, de la jeune femme, a vraiment un rôle à jouer, que l'on soit ami, tante, oncle ou cousin, cousine. Tout le monde a sa part vraiment à son rôle à jouer. Et bien naturellement, sans jugement. Et je vous l'ai dit, l'accompagnement, encore une fois, il peut se faire d'un point de vue psychologique, il peut se faire d'un point de vue juridique, mais avant tout, il se fait dans un cadre amical et familial chaque jour au quotidien. Donc soyons attentifs à l'autre, soyons attentifs aux jeunes qui nous entourent. Et je vous précise qu'il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif phare, qui a été créé il y a quelques années maintenant. C'est récent, mais ça fait quelques mois, et qui permet de nommer dans chaque établissement des ambassadeurs euh, qui s'intitulent ambassadeurs non au harcèlement. Donc, certaines choses sont mises en place, contrairement, encore une fois, je vous le disais, hein, aux années 90, où malheureusement, ma sœur a eu à subir ce type de fait sans être accompagnée. Et je faisais comme je pouvais pour l'aider. Et c'est là où, alors je vais couper l'enregistrement dans quelques secondes, et c'est là où je reste à votre disposition pour un temps d'échange. Voilà, prenons 5 minutes pour échanger si besoin, si vous avez des questions complémentaires, et restons en contact. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir contribuer à sensibiliser au droit sous un nouveau format. Et je ferai en sorte, d'ailleurs, puisque je suis la fondatrice d'Avocat Juste, que ce sommet virtuel de l'accès au droit soit renouvelé l'année prochaine et les années prochaines pour vous permettre d'être toujours mieux informés et mieux accompagnés en compagnie des avocats qui sont là, en fait, qui sont les premiers acteurs, clairement, hein, du droit et du respect des règles de droit dans notre société. Donc, je suis disponible sur LinkedIn, sur Instagram. Et je vous précise encore une fois, là, bah, forcément, on est vendredi, c'est le dernier webinaire de la semaine, hein, de ce premier sommet virtuel. Et puis, encore une fois, je suis vraiment à votre écoute si vous avez la moindre idée sur la manière dont je pourrais être à l'initiative avec Avocat Juste et les avocats qui sont référencés sur ma plateforme, de mieux vous accompagner et de mieux surtout vous informer. Parce qu'encore une fois, je considère que les avocats ne sont, enfin moi c'est ma manière de procéder, nous ne sommes pas là que pour accueillir les personnes en rendez-vous avec une contrepartie financière. Ça, c'est pas ma philosophie de vie. On est avant tout là pour être les premiers acteurs du droit. Et ça passe avant tout par, selon moi, ce genre d'initiative qui me tient vraiment à cœur. Alors, je vous donne quand même l'actualité du moment. C'est le dernier jour pour développer Avocat Juste. On a lancé une campagne de financement participatif Ulule. Pour tout vous dire, on a atteint notre objectif pas plus tard qu'hier soir de 2000 euros pour développer l'aspect technologique de la plateforme. Et puis, je vais couper l'enregistrement. Et encore une fois, je suis vraiment à votre écoute pour soit vous répondre à vos questions